Xavier Accart, L'ermite de Tuki, aux éditions Archer Milano. Nous remercions Daniel Lançon et Thierry Zarcone pour leur aide amicale et leurs conseils, ainsi que Chantal, Maëlys, Thierry, Mitou et Francis pour leur contribution au travail d'édition de ce livre. Au Jean-Pierre et au Père Jérôme. La mort de Guénon me fait un peu plus de peine chaque jour. Il est mort seul. Les musulmans ne s'en défiaient pas moins que les Français. Jean Paulhan à Francis Ponge. Ferme donc ta porte aux hommes. Occupe-toi à l'imploration du Seigneur des hommes. Celui qui s'isole en ouvrant une porte aux visites, celui-là cherche à gagner de l'autorité et à se faire une réputation, mais est refoulé de la porte de Dieu. Ibn Ataïllah. Introduction. Il y a 50 ans, alors que l'Occident chrétien célébrait la fête de l'Épiphanie, Guénon s'éteignait dans un calme faubourg du Caire, à la lisière du désert. C'est de façon totalement fortuite, 20 ans plus tôt qu'il avait entrepris vers l'Égypte un voyage projeté depuis 1911. Son mécène, rentré en France avant lui, avait opéré un brusque changement d'attitude à son égard. Le séjour s'était prolongé, il n'avait plus d'attache en Europe. Il se trouvait bien dans cet univers dont Laurence Durel immortaliserait quelques années plus tard le chatoiement. Néanmoins, plus que la poésie du lieu, ce furent probablement les perspectives qu'offrait le monde traditionnel égyptien qui le décidèrent à rester. René Guénon, devenu le Cheikh Abdelwahid Yahya, allait enfin pouvoir mener, loin de l'agressivité des sphères intellectuelles et occultes parisiennes, une vie traditionnelle unifiée et réaliser partiellement son désir d'anonymat mystique. C'est un matin, à l'aube, alors qu'il priait comme chaque jour devant le tombeau de Sayyidna al-Hussein, qu'il rencontra son futur beau-père. Ayant pris femme en 1934, il s'installa définitivement dans la capitale égyptienne où il mena pendant 20 ans une existence paisible, si ce n'est de violentes crises de rhumatisme, dont Jean-Louis Michon et Najmoud Bamat rendent ici témoignage. Il existait néanmoins dans cette ville arabe un très vivant microcosme francophone. Si son histoire n'a pas encore été écrite dans sa globalité, s'y intéressent aujourd'hui quelques chercheurs comme Daniel Lançon. Ce dernier, qui a vécu plusieurs années en Égypte, a constitué en fond de recherche les archives de Fernand Leprêtre, une personnalité de cette communauté de langue française. Nous avons eu la surprise d'y découvrir une 60aine d'articles parus à l'époque de la disparition de Guénon. Contrairement à l'idée courante selon laquelle ce dernier avait été enseveli dans un désert de silence, il révélait que sa mort avait suscité au Caire de très significatives réactions. La publication de ce dossier de presse constitue un témoignage de premier plan tant pour l'étude de la réception de Guénon en Égypte que pour celle d'une société francophone aujourd'hui quasi disparue. Un aspect dramatique vient encore renforcer l'intérêt de ces articles écrits sur fond de crise politique et sociale majeure. Jusque-là, sous la protection des nations occidentales, cette francophonie n'allait pas tarder à être frappée par un retour de bâton. L'irrésistible avènement du nationalisme importé dans le monde arabe sonnait le glas de son existence. Par une curieuse ironie de l'histoire, ces affrants en mal de survie se passionnèrent alors de façon soudaine pour l'œuvre de Guénon, qui d'abord intuitivement leur était apparu détenir une clé des rapports Orient-Occident, ou peut-être plus encore de l'un et du multiple. C'est ce que mettent en évidence les 2 premiers chapitres de ce livre. Daniel Lançon développe une analyse de texte à la lueur du contexte historique et culturel. Nous insistons pour notre part sur la perception de l'homme et la réception de l'œuvre par les milieux littéraires francophones. En 1954, année de l'avènement de Nasser, apparaît dans le dossier de presse un professeur musulman du nom de Abdelhalim Mahmoud, qui fait finalement l'objet de ces 2 derniers articles ici publiés. En s'attachant plus particulièrement à cette figure, Thierry Zarcone, spécialiste du soufisme,
montre ici qu'après la disparition de cette communauté francophone, l'influence de Guénon en Égypte continue à s'exercer en milieu musulman. Cette étude nous permet aussi d'avancer des hypothèses sur les options du Cheikh Abdelwahid dans un contexte confrérique troublé. Le pays dans lequel Guénon avait trouvé refuge fut rattrapé tant sur le plan politique que sur le plan religieux, et des confréries par ce qu'il appelait l'invasion du désordre moderne. Néanmoins, malgré la fin de ce monde, les rencontres intellectuelles et spirituelles qui eurent lieu au Caire sont encore aujourd'hui lourdes de conséquences. C'est ce qui ressort d'un dernier chapitre consacré au rapport de Louis Massignon, personnalité marquante de cette francophonie, et de René Guénon. Xavier Accart.